On a tous quelque chose de beau. Alors, Maud Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Donc du coup, on se rencontre dans le cadre d'entretien sur la question de relogement de la friche Lamartine. Ça se déroule au Kinétoscope, dans Lyon 3e arrondissement. On va juste te dire que tout ce que tu diras en fait engage ta parole et pas celle du collectif. Qui es-tu ? Alors, je suis donc Maud Le Chevalier, je suis coordinatrice et administratrice de la friche Lamartine, en réalité de l'association Lamartine qui gère ce lieu-là et le collectif d'artistes. Et depuis combien de temps ? Je suis arrivée en janvier 2013, donc ça commence à faire un peu plus, 6 ans plein. C'est ça. Donc du coup, ça a démarré réellement ici, en catastrophe en 2010. Ouais. Donc moi, je suis arrivée 3 ans après. J'ai pas vécu. J'étais jamais venue dans la friche Lamartine avant d'être embauchée, et je n'ai jamais mis les pieds non plus à la friche RVI parce qu'il se trouve que moi, je suis arrivée à Lyon en 2010, en plein déménagement de la friche RVI, et donc j'ignorais complètement son existence. Ok. Mais tu avais déjà eu des contacts avec des friches artistiques ? Tu connaissais ce milieu-là ou pas du tout ? Un petit peu comme ça d'actualité, on va dire, mais j'y suis rentrée par le biais de personnes que je connaissais qui fréquentaient la friche, notamment parce que je bossais sur le festival Ça fait Zizir avant, donc sur les 2 années, donc 2011-2012, si je dis pas de conneries, ouais. Et sur l'organisation de ce festival-là, qui est un festival sur l'espace public qui mêlait plusieurs disciplines aussi, et qui était avec une organisation aussi très collégiale, il y avait des personnes qui fréquentaient les locaux, notamment sur la compagnie Cessez le Feu, où les studios aussi, l'atelier de construction avait été utilisé par des copains. Donc voilà, j'en avais entendu parler comme ça. Ok, Ouais. Mais du coup, t'as pas fréquenté d'autres friches, t'as pas été... Non. Ok. Ouais. Quand on est... t'étais jeune diplômée ou... ça fait... Ouais, tu vois, le festival Ça fait Zizir, c'était ma première expérience en dehors des stages, on va dire. Première expérience professionnelle. Ouais, dans ce secteur-là. Du coup, je suis arrivée avec juste 2 ans de cordeau d'un festival, quoi. J'avais quel âge ? 25, 26 ans, un truc comme ça. Et quand on sort d'une formation comme ça, Ouais. et qu'on arrive dans une friche artistique telle qu'elle était en 2013, Ouais. qu'est-ce qu'on se dit ? Elle est un peu biaisée ta question, parce que comme j'avais fait le festival avant, Oui, j'étais pas complètement paumée. Ouais, mais c'est vrai que oui, je vois le truc. C'est vrai que c'est un peu déroutant, dans le sens où dans une formation, on pourrait s'attendre à apprendre un corps de métier de façon très classique, et puis arriver dans une friche, en plus en tant que première salariée, c'est vrai qu'il y a peu de bases sur lesquelles s'appuyer, et il faut tout démarrer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître les personnes qui animent le lieu, à comprendre le lieu, à comprendre les interactions entre les personnes et leurs envies aussi, qui ne sont pas forcément ultra formalisées, quoi, parce que même s'il y avait une fiche de poste, il y avait beaucoup de choses, quoi, dans la fiche de poste, beaucoup de choses, mais très vagues finalement. Il fallait se fabriquer les missions. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a tout un temps un peu où on se rencontre presque entre le collectif et ce poste salarié. En plus, à un moment où je l'ai su après, je l'ai su assez rapidement, où tout le monde n'était pas forcément favorable à ce qu'il y ait un poste salarié. Donc je savais que c'était une condition un peu particulière. Et ça, justement, qu'est-ce que tu en as su là, par rapport au... Parce qu'il y a la question de l'autogestion, en fait, ouais. qui provenait en fait, de la friche RVI. Ouais. Ensuite, la friche Lamartine a commencé pendant 3 ans à travailler, à être dans ce mode de fonctionnement-là. Et après, toi, tu arrives. Quand on arrive là-dessus et qu'on est confronté un peu des résistances ou des choses comme ça, comment tu t'as empoigné le truc, comment tu l'as géré, ça ? Alors, faut dire déjà que moi, je venais sur cette expérience-là, notamment pour ça. Moi, c'est ce qui m'attirait dans ce lieu-là, et ce que je voulais retrouver de l'expérience du festival avant. C'est-à-dire que ce soit
des personnes qui soient partie prenante vraiment du collectif qui l'anime, et que ce ne soit pas une équipe salariée qui soit embauchée pour une commande, quoi, pour un service. Donc moi, j'avais déjà cet attrait-là, donc j'avais très envie de ça donc ce n'était pas subi. Après, effectivement, ce n'est pas évident de construire le lien parce que je sentais qu'il y avait une peur que le salariat empêche l'autogestion. Enfin, pas l'empêche, mais peut-être la réduise un peu, dans le sens où mais si on paye quelqu'un pour le faire... Il y a un désengagement, c'est ça? Ouais, voilà, ce désengagement par le fait de salarier quelqu'un. En disant, mais si on ne fait plus la compta, ça veut dire que peut-être on s'éloigne de la réalité du lieu. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre à trouver là-dessus, où en fait, un poste, surtout en coordination, il n'est pas là pour faire à la place, il est là pour faire avec et accompagner une dynamique d'autogestion. Ça, c'est super important. Moi, je n'ai jamais voulu, parce que des fois, il y avait ça aussi, et le collectif ne le veut pas du tout non plus, assumer un rôle de direction. Là, il y aurait vraiment quelque chose d'un peu contradictoire dans la façon de vivre le lieu, ou si on embauche un directeur alors qu'on vient d'une histoire autogestionnaire et qu'on veut reconnaître la maîtrise de l'espace et du temps aux artistes. Là, ce n'est pas le cas. Donc, par contre, il faut toujours doser un peu sur où est-ce que moi, mes missions doivent s'arrêter et où est-ce que je dois laisser la place aux artistes, ou est-ce qu'eux, ils doivent m'aiguiller un peu plus fortement, parce qu'il est vrai que j'ai une présence très régulière dans les lieux. Je suis là maintenant 35 heures par semaine. Au début, c'était 24 sur les 2 premières années. Avec 35 heures par semaine et en plus une coordination générale, donc un regard sur l'ensemble des activités et une connaissance des lieux, je peux aller vite dans certaines réflexions ou certains liens. Parce que tu as une supervision un peu de... Oui, parce que j'ai une supervision. Et là où il faut faire gaffe, c'est à ce que moi, mon apport, ma coordination, elle n'aille pas plus vite que le collectif. Et en même temps, il y a un jeu où au niveau rythme, soit on se pousse entre le collectif et moi salarié. Alors maintenant, il y a Léa aussi en service civique, donc on va dire qu'on est une petite équipe. Donc, entre l'équipe salariée technique et le collectif, il y a un jeu de... Des fois, on se pousse à aller plus vite et des fois, on se fait ralentir et il y a une friction là-dessus. Mais que je trouve très intéressante parce que moi, ça alimente mon métier, en fait. Est-ce que ça évite la précipitation aussi, peut-être, ce mode de fonctionnement-là? C'est-à-dire que les directions que toi, tu peux envisager, et puis que le collège ou le collectif envisage aussi, est-ce que du coup ça crée des espaces de maturation qui permettent de ne pas se précipiter dans une direction? Alors ça peut ralentir des choses, mais du coup est-ce que ça ne crée pas après des réflexions qui donnent des actions un peu plus solides? Ouais. Oui. Je pense qu'il y a un peu dans les deux sens. Des fois, ça précipite des actions parce que justement ça permet que des réflexions qui sont encore de l'ordre du débat entre certaines équipes, moi je vais les mettre à la table, par exemple, du collège décisionnaire en disant ok, là il y a déjà pas mal de matière autour de ce sujet-là, peut-être qu'il faut qu'on s'en empare un peu plus en profondeur et qu'on arrive à un arbitrage. En fait, je vais peut-être un peu pousser le moment de ok, là c'est mûr pour qu'on acte quelque chose, soit en collège, soit en AG, et donc passer au moment de la mise en œuvre. Tu restes en veille sur les débats un peu qui font... Ouais, il y a beaucoup de ça en fait. Dès que tu vois en fait qu'il y a quelque chose qui demande à être acté parce qu'il faut une prise de position, c'est là que tu le mets sur la table en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dans l'autre sens, des fois je peux aussi freiner un peu. Si je vois que ça se lance trop vite dans « Ah ouais, c'est bon, on a décidé ça entre nous, donc on part là-dessus ». Et là, je peux rappeler un peu toutes les instances démocratiques, en fait, collégiales qu'on a mis en œuvre en disant « Attention, là, il faut repasser peut-être par un temps de validation. Ça concerne plus de monde que ce que tu penses. Ou alors... attention, peut-être que c'est un peu fragile au niveau de la mise en œuvre. Il faut peut-être repasser par on va dire c'est un peu les gros mots, une étude de faisabilité pour voir si ça tient vraiment la route ou si c'est pas une dynamique
qui est trop fragile et qui risque Trop de s'effondrer très personnel, rapidement. Ouais, voilà. Est-ce que dans une friche artistique comme ça, est-ce qu'il y a la notion de... tu parlais tout à l'heure justement que tu étais attiré par ça quand tu es venu, quand tu as postulé en fait ici, que tu avais retrouvé au festival Ça fait Zizir. Et le côté de l'engagement en fait de la personne dans un collectif, ou d'une forme de militantisme, d'une forme d'activisme un peu quand même derrière. Parce que ça va au-delà en fait de l'artiste avec sa création artistique, il y a quand même autre chose en fait derrière. Est-ce que c'est ça qui t'a attiré dans ce sens-là, et pourquoi? Ouais, c'est vraiment ça. C'est cet engagement assez personnel, du coup même très personnel, parce qu'en plus, déjà dans le secteur artistique et encore plus au moment de l'expérimentation et de la création, on est sur quelque chose de très intime, du coup qui parle vraiment de soi. Et donc le fait de se mouiller un peu et d'aller rencontrer d'autres personnes pour pouvoir créer quelque chose en commun, c'est ça qui m'attire en fait. C'est le fait de créer une énergie, une dynamique et de faire, de faire ensemble, quoi, de faire émerger quelque chose. Et là, c'est ce rapport au lieu en fait. De se dire, j'y viens pour ma création personnelle. Effectivement, il y a des intérêts individuels et il faut qu'ils soient très présents. Mais j'ai aussi envie de cette confrontation avec d'autres parce que ça va me nourrir et que ça va me permettre de faire quelque chose d'un peu plus grand ou d'un peu plus, en tout cas, partagé, quoi. Et ça, tu le retrouves aussi toi dans ton métier Ah bah oui. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Ah bah oui, parce que la coordination, en fait, tu peux pas coordonner du vide. Non. Tout simplement. C'est un métier. Du coup, moi, plus il y a de matière, en fait, plus il y a de personnes qui apportent des envies, des réflexions, des projets, plus moi je vais être utile, parce que je vais aider un peu et mettre un peu d'efficacité peut-être là-dedans, un peu d'huile, quoi, pour qu'on arrive à de pragmatisme, pour qu'on arrive à quelque chose, quoi, pour transformer un peu ces envies de faire ensemble en acte ou enfin c'est pas forcément, je dis en acte, en action, mais ça peut être aussi c'est pas que des événements ou des actions, ça peut être aussi des nouveaux protocoles et des nouvelles façons de faire ensemble. Il y a beaucoup ça à la friche, quoi. C'est-à-dire des nouveaux protocoles. Des nouveaux protocoles, ça va être par exemple. C'est un gros mot, protocole, non ? Hein ? C'est un gros mot. Oui, on remarque, c'est un ouais, il y en a plein des gros mots en fait. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit de dire. J'ai pas encore inventé un nouveau mot à la place de protocole. Oui, non, enfin, protocole, je pensais des nouvelles manières de faire ensemble. Par exemple, tu vois, le vote à l'atout. Ça, c'est un peu l'exemple en plus qu'on applique, qui arrive à quelque chose qu'on expérimente bien. C'est-à-dire qu'au lieu de... Je te raconte un tout petit peu le vote à l'atout, du coup. C'est qu'avant alors c'était drôle même, les élections à la friche Lamartine, ça a beaucoup évolué depuis que je suis présente à la friche, depuis que je les vois. Quand je suis arrivée au tout début, c'était un peu... Donc il y avait l'Assemblée générale, qui en général, c'est 40 personnes, enfin presque 60 des fois maintenant, qui sont dans une même salle. Et le moment de l'élection, c'était « Ah, et qui veut aller au collège décisionnaire pour porter les sujets entre deux assemblées générales ?» Et il n'y avait même pas forcément de personnes qui candidataient avant. C'était « Ah ouais, moi, ok, ah super, ah bah moi aussi, ah ok ». Et donc c'était vraiment du volontariat. Les personnes qui étaient volontaires allaient un peu devant, on va dire, un peu sur scène. Et on faisait un vote de « Vous êtes d'accord que ce groupe-là parte ?» Donc tout le monde disait oui. Donc d'un côté, c'est très sympa, c'est très bienveillant et tout ça. Mais ça a apporté quelques limites dans le sens où... après, la limite, c'était au niveau de la légitimité à représenter le collectif entre deux assemblées générales, parce qu'en fait, il n'y a pas de vote. On fait semblant de faire un vote, mais concrètement, c'est si j'ai envie d'y aller, j'y vais. C'est un vote d'adhésion, sur le moment, en fait, aux gens qui se présentent. C'est ça. Et finalement, après, ça a un tout petit peu évolué, où il fallait écrire des noms sur un bout de papier, puis il y a quand même un vote à bulletin secret, et des candidats. Et on a eu un moment de crise complète du collectif. Il y a 2 ans, où en assemblée générale, il n'y avait pas de candidat. Du coup, on se dit merde, pas de dirigeant associatif. Alors moi, je me disais comment je vais faire du coup si j'ai pas de collège ? Ça commence à être un peu problématique cette histoire.
et en fait a été trouvé comme solution, parce que c'était pour résoudre une problématique, à ce moment-là, le vote à l'atout, qui est une nouvelle façon. Donc, c'est un vote où il n'y a pas de candidat, où tous les membres qui ont une voix décisionnelle sont dans une arène, avec leur petite voix qui est matérialisée par une feuille blanche. Une arène, c'est ça. Alors, ils ne se battent pas, mais ils interagissent les uns avec les autres. Et avec leur feuille blanche, leur voix, ils discutent. Et il y a un temps de discussion et de débat qui se fait. Donc, en fait, une réflexion politique autour de l'association qui se fait en temps réel pendant l'élection. Pendant cette heure-là, en gros, si tu veux sortir de l'arène et donc renoncer finalement à être au collège décisionnaire, eh bien, tu transmets ta feuille à quelqu'un, mais tu la transmets, alors soit comme ça en disant écoute, je te trouve super, je te donne carte blanche, j'ai vraiment confiance, ou alors souvent, là où c'est plus intéressant, c'est que ça va un peu plus loin, tu discutes du collectif et du coup de la valeur de ta voix en disant en fait, je te la donne parce que j'aimerais bien que tu pousses ça au niveau de l'association. Que ta vision, en fait, soit représentée voilà. Dans le collège. Et donc, petit à petit, le groupe qui conserve encore des feuilles en main devient de plus en plus petit. Donc, tu as un espèce... En fait, le collège se dessine au fur et à mesure. Et donc, les gens même se choisissent un peu parce qu'ils disent « Ah ouais, alors toi, tu penses ça. Ouais, alors moi, si j'y vais, mais que je pense ça, comment on s'accorde ?» Et il y a presque des discussions de collège avant l'heure. Qui se crée, ouais. Qui se crée. Donc voilà, ça c'est un exemple de manière de comment ça a été mis en collectif. place? C'était pour éviter en fait qu'il y ait un vide comme il y a eu il y a 2 ans en fait où il n'y avait plus personne qui se présentait. Est-ce que c'est à la suite de ça en fait qu'il y a eu la réflexion de se dire comment on pourrait trouver une autre manière d'élire le collège décisionnaire? Ouais. C'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pour répondre à cette problématique-là, quoi. Et est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne bien. Je pense que, alors là, c'est la 3e fois qu'on l'a essayé en janvier dernier. Et je pense qu'on arrive à quelque chose qui a vraiment de la tronche, quoi. Je pense que là, ça ressemble à ce qu'on voulait. Parce que les 2 premières années, il y a eu beaucoup de personnes qui remettaient leur voix, comme je disais tout à l'heure, en disant « Ah ouais, super, tiens, t'es mon copain, vas-y, parce qu'en plus, moi, je veux vraiment pas y aller, quoi. » Il y avait encore un peu cette frilosité. Et là, le fait aussi de l'essayer, je pense que ça se fait souvent de façon, à force d'expérimenter le truc. Et puis, il y a peut-être moins cette peur de on est en train de me mettre dans un truc que je connais pas. Bon, je vais essayer de jouer le jeu, mais je sais pas trop ce qui se passe. Là, à force d'avoir joué justement au vote à l'atout, les gens se sont un peu pris. Et on a insisté sur le fait aussi que le plus important, c'était le temps de la discussion. Donc là, un peu le changement qu'il y a eu, donc c'est déjà qu'il y a eu un peu plus de paroles échangées. Et en plus, les personnes qui avaient déjà remis leur voix, donc qui étaient à l'extérieur de l'arène, pouvaient alpaguer les personnes qui étaient présentes en posant des questions presque publiques sur mais toi, tu es encore là, mais alors comment tu vois, par exemple, cette question de l'accueil de nouveaux artistes à la Martine. Donc c'est une problématique qui est assez importante parce qu'en fait, on y est confronté assez régulièrement. Et on sait bien qu'il y a plusieurs avis sur la question. On est déjà trop nombreux, ça va être compliqué, ou mais il faut du sang frais justement pour alimenter la dynamique. Voilà, donc ça c'est un peu les 2 extrêmes, et ça permet de discuter de ça directement, quoi. Est-ce que tu as observé qu'il y avait un changement après dans le collège décisionnaire de par ce mode de votation? Est-ce qu'après ça a amené les gens en fait, à être beaucoup plus engagés ou alors à défendre un peu plus leur idée parce qu'il y a eu un moment où ils ont dû l'expliquer aux autres plutôt que de lever le bras et de dire moi je suis candidat? Est-ce que du coup ça a amené les gens en fait, à être en accord en fait, avec une vision qu'ils auraient pu donner en fait, au moment de la... c'est un tout petit peu frais pour le dire parce que là c'était celle que je trouve a bien fonctionné. C'est déroulé là il y a 2 mois, quoi. Donc c'est un peu frais. Mais je crois quand même, parce que tu vois, la première réunion de collège, par exemple, on a commencé avec ça, où c'était un tour de table où chaque collégien disait moi, en fait, sur mes feuilles,
on m'a dit ça, ou alors moi je les ai acceptés pour ça, ou même les paroles échangées, c'était ça, donc je vais un peu pousser ça. Donc quand même, il y a eu... Ah oui, donc il y a quand même ils se sentent missionnés d'une certaine façon sur ce qu'ils ont, les propos qu'ils ont pu tenir. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait un petit programme quoi, qui s'était, enfin un programme quoi, qui s'était dessiné. Ouais. C'est plutôt intéressant. Quoi. Ouais. Oui, parce qu'en plus je pense que ça... moi j'ai vraiment je pense que ça va être vraiment important parce que ça remet les collégiens et collégiennes dans le rôle un peu politique qu'il y a à cet endroit-là quand même. Et ça se fait vraiment au fur et à mesure parce que c'est une chose de dire on est en autogestion et on s'occupe du lieu, donc c'est-à-dire on va monter nos ateliers, on va sortir les poubelles, réparer les trucs qui merdent, faire des choses assez techniques, faire un festival. Et c'en est une autre de vraiment assumer la responsabilité du lieu et du collectif, quoi. En fait, si, je sais pas moi, si... par exemple, je reprends cet exemple des nouveaux parce que j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a un atelier qui se libère, comment on accueille de nouvelles personnes ? Ça demande une sacrée réflexion et un positionnement, en fait. Il faut dire qu'avant que la personne fort. qui partait en fait, de l'atelier en fait, donnait les clés ou à un autre artiste de sa connaissance qui intégrait la Friche Lamartine. Donc ça se faisait vraiment par cooptation complète. Ça a changé, ça. Ouais, voilà. Ça, c'est un des exemples où ça se faisait par cooptation parce que c'était... ça se fait encore sur certains espaces. Où c'est aussi plus facile dans le rythme et aussi le fait de partager un espace. Parce que c'est vrai que si tu es déjà, par exemple, 5 dans un bureau, que tu en as un qui s'en va, la place qui est libre, l'association, tout le collectif ne peut pas t'imposer quelqu'un avec qui ce sera peut-être compliqué de vivre et de travailler. Donc là, il y a une question d'affinité. La cooptation, elle est là, heureusement, et elle est nécessaire. Et en plus, elle permet d'aller plus vite parce que tu n'as pas besoin de passer par des... Il ne faut pas qu'on devienne une machine à gaz non plus, quoi. Par contre, quand il y a un atelier complet qui se libère, là, il faut dire qu'on ne l'avait pas eu beaucoup avant. Là, l'idée, c'était de se dire, au lieu que toutes les équipes le fassent passer en bouche à oreille dans leur propre réseau, faudrait qu'on puisse faire un réel appel public parce qu'il y a peut-être des équipes qui ne connaissent pas la Friche Lamartine, qui en ont besoin et en plus qui alimenteraient le collectif de nouvelles façons de penser ou même de nouvelles interactions sur le territoire. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes réseaux, les mêmes partenariats et que ça peut nourrir les personnes qui sont ici. Donc voilà, on s'est dit qu'on faisait ça. Après, ça inclut toute une chaîne de problématiques derrière. Alors si on fait un appel extérieur, on aura forcément plusieurs demandes. Comment on sélectionne les personnes ensuite ? Qui sélectionne et sur quels critères, quoi. Donc tout ça, on s'est posé ces questions-là. Et ça, on se les a posées en collège. Et ça se dessine comment, d'ailleurs, ces critères-là ? Maintenant ? Alors, peut-être avant le comment, je vais juste parler sur le qui. C'est que donc il y a une personne du collège qui fait partie d'un jury parce qu'il a une responsabilité associative et qui peut la veiller à ce qu'il n'y ait pas de choses trop contradictoires avec le règlement du lieu. Et après, le reste du jury, c'est 5 personnes qui sont tirées au sort parmi les adhérents permanents, donc ceux qui sont à l'Assemblée générale, ceux qui sont actifs de par leur présence à l'Assemblée générale. Donc on est un peu sur cette idée du juré, tu sais, de tirer au sort. Et ça permet d'avoir... en fait, c'est assez marrant, ça marche pas mal, parce que ça permet d'avoir des personnes autour de la table, déjà souvent de pratiques différentes. Il n'y a pas eu encore de tirage au sort qui a fait qu'une seule pratique. Et puis surtout des personnes qui sont pas amenées à travailler ensemble d'habitude, ou même juste à être autour d'une table et de devoir discuter, échanger leur point de vue. Et donc après, ces 6 personnes autour de la table étudient les candidatures. Et là, ce qu'on demande aux équipes, et ce qui est regardé, ça va être, dans un premier temps, le besoin en atelier pour répondre à quelle pratique artistique, qu'est-ce qu'ils font exactement, et est-ce que leurs besoins en termes d'espace coïncident avec vraiment l'atelier qu'on peut mettre à disposition, quelque chose d'assez pragmatique.
Ensuite, est-ce que leur pratique artistique, elle est un peu originale, ou en tout cas pas forcément surreprésentée à la Friche Lamartine, parce qu'on pense déjà à ce moment-là à peut-être qu'il peut y avoir des croisements avec d'autres équipes artistiques, ou peut-être que même au niveau des échanges de savoir, de compétences, ou même de fréquentation de réseaux, peut y avoir des échanges d'informations intéressants. Va y avoir aussi leur capacité à s'engager, tout ce volet autogestion dont on parlait. Est-ce qu'ils peuvent déjà gérer leur atelier réellement, parce que ça demande quand même un temps particulier, en échange d'une mise à disposition qui est peu onéreuse, mais il faut quand même prendre conscience de ça. Et un peu leur appétit aussi à intégrer un collectif, et du coup ne pas être qu'en gestion du lieu, mais justement à peut-être aimer se poser ce genre de questions sur qu'est-ce qui fait de nous une friche, vers quoi on se dirige, comment on accueille. Elle est centrale cette question, enfin, pour tous les frichards en fait. Ouais. Et puis elle s'oriente de plus en plus de plus en plus là-dessus, c'est l'engagement en fait d'un artiste qui bénéficie de la friche avec son modèle économique qui est quand même peu onéreux et tout ça. Et il y a quand même une recherche d'adhésion, enfin d'engagement en fait de la part des artistes. Ça justement par rapport à depuis 2013, quand tu es arrivé, il y a eu plein d'expérimentations. On va parler de l'Agora. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avant, il y avait plein d'artistes en fait, dans leurs ateliers. Et qu'au fur et à mesure, ça je pense que tu peux en parler parce que tu l'as observé, pendant ces 6 ans, au début, il y avait des individus et après, du coup, ça a créé un collectif. Est-ce que tu penses que toi, ton arrivée, ça a permis de faire émerger en fait ce collectif-là, enfin vu que tu étais central un peu, c'est pas pour t'envoyer des fleurs, mais ce que je veux dire c'est à partir du moment où on avait quelqu'un c'est un gros boulot, je pense. Quelqu'un qui était là pour centraliser un peu toutes les questions et tout, ça a permis qu'un collectif émerge à travers ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Oui, dans le sens où moi j'ai une comment dire. Ouais, encore là, une aide assez technique, où en fait, moi, je vais pouvoir filer des outils qui vont faciliter le fait de faire un collectif, de type, tu vois, animer des réunions, veiller à ce qu'il y ait des temps d'AG, quand on s'était dit qu'on ferait des temps d'AG, veiller à ce qu'il y ait des temps pour se rassembler, pour discuter des sujets, ne pas oublier des sujets, ou justement veiller à les remettre sur la table au bon moment. Donc je pense que moi, là-dessus, je vais pousser à ce qu'il y ait un collectif, mais par une approche assez technique. Après, je ne pense pas qu'un salarié en lui-même peut créer un collectif. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait des affinités, il faut qu'il y ait des envies de se poser ces questions-là. Et la particularité, parce que c'est vrai que c'est un gros débat à la friche. Qu'est-ce que c'est que le collectif de la friche? Quel est notre projet associatif? Ça, c'est des grandes questions qui se posent régulièrement et qui font des nœuds dans la tête à tout le monde. Dire, mais oui, mais alors lui, il pense ça, et puis moi, plutôt ça. Alors, est-ce que ça fait qu'on n'est pas un collectif parce qu'on pense différemment? Et en réalité, je pense que pour moi, c'était déjà un collectif de fait, la friche Lamartine. Puisqu'en fait, de par le fait d'avoir une attention très particulière vis-à-vis d'un espace et d'avoir une attention assez aiguisée aussi vis-à-vis de ses voisins, ça crée des interactions. Donc, tu as déjà un écosystème et en plus déjà des questions sur comment on va gérer ces espaces communs et tout ça. Après, je pense que la spécificité du collectif Lamartine, c'est justement d'être assez mouvant et de changer un peu en fonction de la multitude de singularités. Ce qui fait quelque chose qui est difficile à rendre lisible à l'extérieur. mais dans le sens où, par exemple, on va faire collectif au moment où on va créer le dernier projet en date, là, c'était Made in Friche, par exemple. Donc, juste en 3 mots, c'est un parcours spectacle vivant dédié à des professionnels, donc diffuseurs, programmateurs, financeurs, et un parcours artistique proposé par 11 compagnies de la friche qui proposent 11 extraits de leur spectacle. Donc une journée de rencontres autour de leur travail. Là, tu vas te dire, en gros, c'est un projet de 11 compagnies, quoi.
Mais à partir du moment où ces équipes-là ont créé ce projet-là, l'ont présenté à l'association, à la friche, en expliquant aussi ce que cette petite expérience pouvait apporter à tous, et que tous ont dit bah ouais, ok, en fait, on pense que le lieu, il sert aussi à ça, il permet ça. À partir du moment où le collectif donne cette liberté à un petit groupe, je trouve qu'il fait collectif, moi, à cet endroit-là, déjà. Ouais, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu dans le... Mais justement, moi, en fait, ce que je voulais dire par là, c'était qu'à partir du moment où les gens sortaient de leur atelier et puis que du coup se rencontraient, que ce soit à la cuisine ou alors dans les instances, qu'il y avait des opportunités de rencontre, en fait, ça a permis en fait, de créer une mentale, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le collectif avec une structuration que tu as guidée d'une certaine façon, pour moi, et que du coup, après, ça a permis justement de pouvoir créer ces espaces de liberté où des petits groupes du collectif vont se détacher pour créer, par exemple, Madine Friche. Je ne suis pas persuadé. Enfin, d'une certaine façon, ça a pu se faire aussi, même si on n'était pas dans ce même mode de structuration, ça aurait pu se faire aussi, mais là, du coup, on a l'impression que c'est plus porté par l'association. Il y a quelque chose qui est plus officiel, tu vois ce que je veux dire ? Ça se fait pas comme ça, chacun en catimini. Et c'est en ça que je dis qu'il y a ce côté collectif, c'est comme il est structuré, suffisamment fort et cohérent, en tout cas dans ce qui est partagé, en fait, comme vision, que du coup, ça peut permettre de faire émerger ça et que ça soit bien fait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, puis en fait, j'ai l'impression que le fond de ce collectif-là, c'est d'animer un lieu, finalement, un espace-temps, on va dire, qui est assez libre au final, où peut naître énormément de choses liées à l'expérimentation artistique, mais aussi où tu peux avoir juste des moments de sociabilité un peu préservés, à un moment où certains artistes, du coup, des fois, pataugent à entrer dans un circuit institutionnel un peu plus fermé. Enfin voilà, tu vois, il y a plusieurs approches, je pense que ça... Et ça, tu penses que la Friche Lamartine a, pas cette mission, mais peut donner cette opportunité-là, en fait En fait, elle a été conçue pour ça, à mon avis. Dans le sens où, de par son histoire, c'est des personnes qui... Enfin, le fait que ce soit un lieu qui ait été ouvert par des personnes qui avaient un besoin, qui se sont dit, celui-là, il peut répondre à mes besoins, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas forcément trouvé ailleurs. Donc, je pense que ça sert à ça. En fait, ça sert à... la friche, elle peut répondre aux besoins auxquels le circuit institutionnel ne répond pas. C'est compliqué d'aller demander des résidences dans certains lieux. Il faut le faire, mais à côté de ça, du coup, il suffit à la Friche Lamartine de lancer une dynamique pour avoir ce lieu-là, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un peu l'idée de... tu fais un peu par toi-même, finalement. Tu trouves l'espace vide, tu trouves les personnes qui peuvent t'accompagner là-dedans, et t'y vas. Et du coup, il y a eu un écho dans le milieu professionnel du fait que la Friche Lamartine en fait, s'engage sur ces questions-là de diffusion, Madine Friche et tout ça. Ah, sur cet événement-là ? Ouais, c'était assez bien perçu. Je ne sais pas si c'était attendu. La friche, au début, c'est quand même plus un endroit... C'est un bâtiment, en fait, au départ, réellement. Ouais. Et que du coup, maintenant, on est sur un autre aspect, là, plutôt de diffusion, d'amener les gens à rentrer dans le bâtiment, par exemple, sur ces occasions-là, et pour y voir ce qui s'y fait, et puis de faire la promotion des artistes qui... alors c'est pas tout à fait de la... Moi, je dirais que c'est pas tout à fait de la diffusion, c'est plus de tendre une main vers la diffusion, tu vois. C'est un peu tu testes aussi, tes liens avec les diffuseurs programmateurs. Et moi, je pense que c'est ça qui était attendu sur le territoire. Et je pense que après, je dis ça, je ne suis pas le point des gens, j'en sais rien. Mais, en tout cas, il y a eu une réponse, il y a eu une curiosité de pas mal de personnes qui se sont dit, en fait, nous aussi, on peut y rentrer en fait, à la friche et peut-être qu'il y a des passerelles à créer. Et je crois que ces passerelles, elles sont attendues. Elles ne sont pas toujours faciles à trouver parce que c'est aussi ça, c'est une question plus de manque de moyens et puis de contraintes un peu chiantes de sécurité, de bâtiments, de normes et tout ça. Nous, à Lamartine,
on ne peut pas accueillir officiellement de public, qui n'est pas public. Faut qu'on passe par tout un système d'adhésion et voir si on communique là-dessus, est-ce que ça passe ? Est-ce que la ville dit « Ah ok, ouais, là ça peut être des adhérents, là pas trop ». Et puis après, les moyens sont pas ultra développés non plus à la friche. Quand je parle moyens, c'est économique ou humain, tu vois. J'ai une salariée, une service civique et un budget pas très haut. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas 1000 des passerelles vers l'extérieur. Mais avec les moyens du bord. Il nous reste un peu plus de 20 minutes. Ouais. On peut passer au relogement. Ouais. Qu'est-ce que tu as à en dire ? Oh la vache. C'est dur ta question. Ouais. Ouais, je suis plongée dedans. Le relogement, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Enfin, si, là, je vois la fin. Mais je suis plongée dedans depuis 2015, alors c'est un peu dur de condenser, de synthétiser. Moi, de mon point de... on va partir sur mon approche à moi en tant que salarié. C'est un contexte qui est ultra intéressant. Parce qu'on est dans une étape de transition, du coup de transformation assez intense du bâtiment, mais aussi du coup de notre relation, du collectif, de notre relation au prochain lieu. Du coup, ça permet de soulever pas mal de questions, notamment sur... En fait, presque les questions un peu du début, quoi, de finalement, quand tu vas intégrer un nouveau lieu, en tant qu'artiste, en tant qu'équipe, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu veux juste poser tes affaires ? Est-ce qu'en fait, tu as besoin de comment tu te réappropries l'espace ? Est-ce que tu as besoin de toucher à l'aménagement, à l'équipement ? Comment tu imagines mutualiser l'espace avec d'autres ? Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Qu'est-ce que ça peut apporter pour ta pratique ? Enfin, il y a énormément de choses. Donc ça reparle un peu presque de l'origine de la friche, que c'est des reconversions de lieux. Après, on a une grosse problématique en ce moment, c'est que en fait, le collectif ne pourra pas reconvertir les prochains lieux. À chaque fois, ça change. À la friche RVI, c'était un bâtiment brut et les équipes l'ont complètement transformé sans demander la permission. À la Martine, ça a été la ville donne un lieu, fait des travaux sommaires et laisse des espaces quand même à peu près brut, où il y a du coup une transformation, peut-être moins de KRVI, mais en tout cas assez conséquente quand même. Il y a des studios qui ont été motés, il y a des cloisons en plus, il y a des mezzanines, en veux-tu, en voilà. Là, les prochains lieux, ce qui nous démunit, je pense, c'est encore au présent, c'est que on ne devrait pas transformer les lieux. C'est-à-dire que la ville de Lyon a internalisé la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est les architectes de la direction de la construction qui vont tout remettre aux normes, tout retransformer. Donc, on aura une super usine, apparemment un équipement déjà fini, déjà figé. Et en fait, alors ça peut être un confort parce qu'on arrive dans des lieux qui seront déjà tout prêts. Et en même temps, ça veut dire que les équipes ne peuvent pas reconvertir, elles ne peuvent pas vraiment s'approprier les locaux. Donc il y a quelque chose à cet endroit-là où on est encore un peu interrogatif. Ouais. Parce qu'il y a une injonction à, quand ça sera livré en cube, qu'il n'y ait pas d'aménagement supplémentaire, comme des mezzanines qu'on a eu ici, Ouais. toutes ces choses-là, c'est ça. Alors après, pour l'instant, c'est pas, on ne l'a pas contractualisé, ça, parce qu'on va me lancer les discussions sur la convention. Donc c'est ça qui nous dira exactement ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Mais oralement, c'est ça. L'idée, c'est, en tout cas sur un des sites, parce que le deuxième site dans le 9e, Tissot, lui, a priori, on pourra en faire un peu ce qu'on veut, ce sera plus de l'ordre de la Martine. Mais par contre, le site de la robinetterie, on ne devrait pas y toucher parce que la ville veut mettre le bâtiment aux normes et qu'en fait, quand tu mets le bâtiment aux normes, une fois que le bâtiment est livré, tu n'y touches plus parce que sinon, la commission de sécu qui repasse, elle va dire « Mais attendez, c'était pas ça qu'on avait signé au tout début. » Et donc nous, au tout début, ce qu'on a voulu faire, au tout début, en 2016, on avait un peu anticipé ces questions-là. On avait demandé à la ville de Lyon d'être très présent sur la reconversion du site. Au début, on voulait même choisir les architectes. On a commencé à bosser avec une équipe. Parlons-en.
Ouais, les NA et pourquoi pas, du coup ça faisait les NAP, ces deux agences et collectifs. Et en fait, on a travaillé avec eux sur une période... De presque un an. Je ne me rappelle plus, presque un an, ouais, peut-être 6 mois. Ouais, Enfin, en tout cas, c'était assez conséquent, non, 6 mois, je pense plus. Où en gros, eux, ils étaient à la Friche Lamartine, ils ont fait des permanences. On les avait choisis par cette affinité-là, le fait qu'ils aient déjà travaillé avec un collectif, ils avaient bossé aux Grandes Zéros. Et du coup, ils étaient assez friands de ces questions d'autoconstruction et de construction avec les usagers. Donc usagers, c'est pas très joli non plus comme mot, mais avec les occupants. Voilà. Avec les artistes. Ouais, avec les artistes. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc on les a choisis pour ça. Et donc, ils ont fait des permanences à la Friche. Et ils recevaient toutes les équipes artistiques qui leur listaient leurs besoins. Donc, en fait, ils nous ont aidés à accoucher d'un cahier des charges. Parce que rien que ça, nous, au début, quand la ville nous a dit, il suffit que vous nous disiez ce que vous voulez. Et puis voilà, on le met. Oh purée, moi, mais qu'est-ce que je veux ? Le problème, c'est que si on avait exactement la même surface, ce serait facile, on pourrait partir de l'existant. Mais là, puisqu'en fait, on a un tiers de surface qui saute, en fait, se serrer sur 2000 m² alors qu'on en a 3000, c'est pas si simple de dire ce qui est possible, quoi. Donc, eux nous ont aidés à faire ça, ce collectif NAP. On a aussi beaucoup bossé en interne sur des efforts de mutualisation. Ça, c'était assez tendu, du coup, pour le collectif, parce que du coup, ça veut dire revoir à la baisse l'atelier qu'on a ici, quoi. Ouais. On l'appelait le plan d'austérité. Tu sens déjà le traumatisme, même dans le nom, quoi. C'est austère. Et du coup... donc on est arrivé quand même à quelque chose, à se dire avec les architectes, ils sont arrivés jusqu'à une esquisse même architecturale de quoi ? C'était plutôt intéressant d'ailleurs. C'était super intéressant. En fait, et correspondait, à mon sens, mais ça correspondait. Ouais. Il y avait une belle photocopie de ce qu'ils avaient pu glaner comme information. Et puis les échanges avec les artistes, ils ont pu se rendre compte en fait que la réalité de l'artiste n'était pas celle de l'architecte, par exemple. Et ça, je pense qu'ils ont bien su le synthétiser. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a été retoqué, cette initiative-là ? Ouais, justement, en fait, c'est que donc ils sont arrivés jusqu'à une esquisse. Par contre, alors déjà l'esquisse proposait une construction extérieure dans un des jardins, parce qu'il y aura des extérieurs dans les prochains sites. Et ça, dès le début, la ville a dit non, mais alors ça c'est pas possible, il faut un permis de construire. Donc ça déjà c'est retoqué. Nous, cette construction extérieure, dans ce scénario-là, elle permettait de faire des plateaux de spectacle vivant où il n'y en avait pas. Donc c'était 200 m² qui sautaient si on enlevait ça, quoi, vu qu'il y avait 2 niveaux. Et en plus de cette petite problématique-là, leur travail faisait état de 3 blocages. C'est-à-dire, en fait, cette proposition, ils pouvaient la faire soit si la ville augmentait le budget, parce qu'à l'époque, il était prévu, c'était de l'ordre de 800 000 € d'investissement de la ville de Lyon sur la conversion des sites. Et le projet proposé par les NAP montait à 1 300 000 €. Donc là, pareil, il y a eu un peu une levée de bouclier de la ville qui disait « Ah ouais, mais alors là, le budget, on n'y est pas du tout. » Et si on voulait économiser sur ce budget-là, fallait sinon du coup faire moins d'équipements et donc revoir, nous, notre cahier des charges, c'est-à-dire demander aux artistes de faire encore un effort de mutualisation, là où nous, on disait, là, on est arrivé à la compression et puis... une compression ultime, quoi, ouais. Et la troisième chose, c'était quoi ? Oui, c'était le calendrier. On disait, sinon, on peut faire des économies en gardant notre programme, mais pour ça, il va falloir qu'on fasse de l'autoconstruction. Nous, on pourrait le faire ou se faire accompagner, ou prendre des chantiers écoles, par exemple, mais ça demande un temps un peu plus conséquent, donc étirer peut-être le calendrier. Et là aussi, la ville, en fait, a dit, nous, au niveau économique et au niveau calendrier, on ne peut pas bouger. Et à partir de là, nous, on a dit, mais nous, au niveau du programme, ça va être compliqué de bouger aussi. Et donc, il y a eu un peu un nœud à cet endroit-là. Et
Et ce qui a été dit, j'essaie de ne pas mélanger un peu les étapes, ce qui a été dit par la ville à ce moment-là, c'était de dire, et en plus de tout ça, on a quand même une sacrée problématique parce que puisqu'on a une somme assez conséquente d'argent public, en fait, il faut qu'on passe par un marché public. On peut pas, vous ne pouvez pas juste nous dire « Ah, bah, c'est nos architectes et puis on continue avec eux ». Alors, à ce moment-là, c'est quand même toute une série, cette histoire. L'épisode 4, où, à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, marché public, s'il n'y a pas le choix, OK, marché public. Par contre, nous, en tant qu'asso, on veut écrire avec vous le règlement de consultation du marché public. Parce que les architectes, il faut quand même qu'ils prennent en compte notre réalité, qui vont reloger. Et en fait, on veut travailler avec eux. On veut qu'ils soient dans une démarche participative. Donc, on ne peut pas juste faire un règlement de consultation où ce sera juste l'architecte le moins cher qui sait faire peut-être des salles de spectacle, mais pas forcément des friches, quoi. Parce qu'on pense que c'est impossible de faire une friche sans consulter les artistes. C'est la base. Et donc, on a eu toute une phase où on avait des rendez-vous assez réguliers avec la ville où on travaillait sur ce règlement de consultation. Ah ouais, alors n'oubliez pas ça, ouais, nous, alors, on préférerait plutôt tel critère, nous tel critère. Et au bout de quelques mois... C'est une phase qui fonctionnait bien, ça, avec la ville, la collaboration. Il y avait des résistances. Compliqué. Des résistances de quel ordre? Les résistances, c'était sur le fait que c'est pas leur façon de faire. Ouais, c'est pas dans leur protocole. C'est pas leur protocole. C'est pas le dialogue institutionnel, enfin institutionnel de collectivité plutôt. Et puis en plus, c'est là, on sait aussi nous. D'un côté, on a beaucoup appris aussi sur comment ils fonctionnaient. Pas inintéressant. Donc. Ouais, ce qui est pas intéressant. Oui, parce que c'est pas tout noir et tout blanc où on a complètement raison et puis bien sûr. Voilà. Et ouais, et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que, en fait, derrière eux, ils avaient quand même pas mal de services sur le coup, et que nous, quand on avait Marie Villarubias pour la direction des affaires culturelles, en charge d'émission, qui nous disait ouais, alors ça, on aimerait bien soutenir et tout. En fait, de son côté, lui, il n'était pas sûr d'avoir le feu vert de la construction des services techniques qui pouvaient être un petit peu plus dans des problématiques de responsabilité de « Ah ouais, non, mais attendez, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire de l'autoconstruction, ça va poser plein de soucis, ce ne sera pas aux normes. » Ouais, ce genre de truc, ou même les chantiers écoles, c'est compliqué. Enfin, il y avait beaucoup de réticences qu'ils avaient. Donc ça nous a permis quand même, je pense là, peut-être nous aussi, de peut-être d'être moins... Parce qu'il y avait beaucoup, j'ai l'impression, avant, cette idée de... Ouais, enfin, la ville, ils disent qu'ils nous soutiennent, mais en fait, en acte, on ne voit pas trop ce qui se passe derrière. Après, on comprenait un peu plus les problématiques de... Alors, en fait, la ville, déjà, c'est plusieurs services. Bon, le fait de bien comprendre leur fonctionnement, ça ne veut pas dire que c'est notre rôle de tout accepter de ce fonctionnement-là. Nous, on reste à notre place, c'est-à-dire de toute façon, nous, on a ce besoin-là en collectivité, malgré vos problématiques, va falloir y répondre d'une façon ou d'une autre. Bon, là, la réponse, elle ne nous a pas trop arrangé, parce que finalement, au bout de quelques mois de travaux, et ben, ça avançait pas assez vite, et donc la ville de Lyon a dit ouais, alors là, au niveau du calendrier, ça va pas le faire. En fait, on arrête le marché public et on décide de passer par une maîtrise d'œuvre interne. Donc, c'est nos architectes, c'est la direction de la construction qui reprend le bébé et qui sera responsable de la reconversion des sites, quoi. Bon, là, c'était la douche froide, quand même. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas eu de contact du tout, en fait, avec ce service-là. Non. À aucun moment. Non, à aucun interlocuteur. Moment. Non. Il y a même eu, la première fois qu'on a rencontré l'architecte de la ville de Lyon, en fait, c'est le jour où elle est venue nous présenter, ici à Lamartine, les plans. Donc, elle avait déjà travaillé, elle avait déjà tout fait, toute seule. Elle arrivait avec les plans, et elle était accompagnée de Marie Villarubias, de l'émission, qui me disait par contre, ils bougeront plus, là, les plans. Hein. Ce sera vraiment à la marge, donc on peut en discuter. Par contre, ça bougera plus. Mais alors, on se connaît même pas. Juste qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de détails là-dessus? On lui fait visiter les lieux, peut-être? Ou comment on boit un café? Qu'est-ce qui se passe? Bon,
Donc voilà, ça a été violent, ouais. Et puis, en fait, ça a été violent pour tout le collectif, parce qu'en plus, moi, je vais être en première ligne, avec des membres du collège, parce qu'on avait une organisation, on avait 2-3 personnes du collège qui suivaient ce dossier-là, qui étaient tout le temps en rendez-vous avec moi. Donc nous, on se prend ça en réunion, donc on réagit forcément un peu à chaud, à dire attendez, là, il y a un souci. Après, on repose la discussion, et on se dit, et maintenant, comment on va transmettre ça à tous les cocos derrière, quoi. Donc il y a... Comment ça a été reçu? Après, chacun le reçoit un peu différemment. Hein. Je ne peux pas parler pour toutes les singularités, mais je pense qu'il y a quand même eu un... Ouais, il y a eu un... Il y a eu une déception, quoi, parce qu'en plus, toutes les négociations qu'on avait menées, nous, avant, en rendez-vous, où on était 2-3, à chaque fois, c'était discuté en Assemblée Générale, qui vous disait « Ouais, si, allez-y, puis là, il ne faut pas lâcher là-dessus. » Et puis après, tu te reprends « Ah, bon, ça n'a pas marché, ça n'a servi à rien, quoi. » Et pour des personnes qui, en plus, ne sont pas sur ce dialogue un peu régulier, ça peut vite être du ouais, bon, en fait, ils en ont rien à foutre, quoi. Donc, il peut y avoir un fossé qui se creuse beaucoup plus vite, quoi. Il nous reste 5 minutes. Juste. Je parle trop. Non, au contraire. En fait, c'est juste, moi, je voudrais savoir comment tu te projettes, toi, en tant que, parce que là, ça va quand même. Tu vas quand même pas. Enfin, là, tu as un site. Ouais. Là, il y a 2 sites qui vont de bout à bout de Lyon, quand même. Comment toi, tu te projettes en fait dans ton travail de coordinatrice, avec cette distance géographique? Enfin, il n'y a même pas que 2 lieux, il y en a 3 avec la maison et compagnie. Comment tu te projettes là-dessus, toi? Je t'avoue que les projections, elles sont vraiment à court terme. Ouais. Parce qu'en fait, on n'en est pas là. On en est vraiment à comment on va vivre les lieux, comment les équipes vont être dans ces lieux-là. Après, comment elles vont être organisées? Alors forcément, moi j'y ai pensé un petit peu, on en est plus à y repenser, mais je pense pas que ce soit ultra problématique au niveau de la coordination d'être sur un seul site, dans le sens où on a un fonctionnement qui s'appuie sur vraiment une multitude de personnes, avec notre fonctionnement de ces 2 référents d'espace qui gèrent l'entretien, l'équipement et la gestion de l'espace. Il y a quand même une responsabilité un peu déléguée. Donc là-dessus, la coordo, elle peut se faire à distance. Tu vois, même depuis la robinetterie, d'avoir les agendas des plateaux de Tissot ou des bureaux. Il y a pas mal de mailing list générale, ça va. Ce qui est un peu plus compliqué quand même, c'est... moi, je le vois plus en termes d'énergie. Où forcément, il y a des personnes qui vont moins se croiser. Et du coup, des projets qui vont... Moins émerger de façon très organique, quoi, très vivante, en fait. Et où là, je ne sais pas si les pousser, forcer un peu ces projets-là en disant « Ah, on fait une réunion, du coup, vous venez tous à un site. » Ou alors « Ah, on se retrouve avec les équipes de... » Ça fait peur un peu. Une réunion aussi, il n'y a pas le droit. Ah, merde, une rencontre. Une rencontre. Ce que tu veux dire, c'est de créer des espaces de rencontre. Comment créer un espace d'échange, physique, de rencontre physique, ouais, c'est ça, où les gens se mettent autour de la table et disent « Ah, en fait, on pourrait créer quelque chose ensemble. » Un apéro, c'est... Un apéro, ouais, c'est ça. Ouais, alors après, on va passer pour des gens qui font que des apéros, faut faire gaffe. Pas que. Pas que, c'est ça. Ouais, après, il y a des voisins qui vont dire « Ah, ils font que des teufs. » Là, non. Et bon, bref. Et du coup, ouais, ces temps-là, je pense que c'est dur, en fait, de les pousser. Moi, je le vois bien, des fois, il y a des... Tu sais, je me dis, ouais, non, mais là, il faudrait qu'on parle tous de, je sais pas, tiens, les formations pro, on se met tous autour de la table. Et en fait, si ça n'a pas pris en discussion de couloir avant, c'est dur de réunir les gens, quoi. Et en fait, il y a un terreau. En tant que salarié, moi, je ne le crée pas, le terreau. En fait, il est là. Il est là, et moi, je dois l'alimenter, en fait. Ouais. Tu accompagnes quand il y a quelque chose qui émerge, en fait, c'est là où tu interviens. Mais avant ça... Mais si c'est sec, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais.
Donc là, voilà, il y a peut-être quand même des connexions qui seront À faire. plus compliquées, qui Donc toi, c'est plutôt devront là-dessus. être un peu plus superficielles, du coup, qui devront se créer artificiellement. Donc du coup, voilà, c'est plutôt là-dessus en fait ta préoccupation. Si, Ouais, si moi, tu c'est veux plus garder ça, en fait une. Ouais. Est-ce que tu penses pas en fait que ça, au final, il y aura 2 friches, que ça va peut-être se. Bah ça, ce sera à voir avec le temps, je pense. Pour l'instant, c'est pas cette dynamique-là. Et ça peut être que dans l'usage. Parce que c'est aussi ça, finalement, la friche. C'est en fonction de ton vécu du lieu et de l'usage que tu fais, ça définit. C'est quelque chose de très organique. Donc je pense que ça, on le verra au fur et à mesure. Du coup, est-ce que le côté pluridisciplinaire va être un peu cassé? Mis à mal Ouais, mis à mal. Parce que Bah, la on a- robinetterie, on aura quand même beaucoup de musique, plasticiens, sérigraphie et toutes ces choses-là. Et par contre, tout ce qui est spectacle vivant serait quand même plus du côté de Tissot. Ouais. Donc il y aura peut-être un C'est- manque là-dessus ou pas? Moi, c'est pas forcément sur le spectacle vivant que ça m'inquiète, parce que le spectacle vivant, on a quand même fait gaffe à ce qu'il y ait un plateau à la robinetterie, Cœur de Friche, là, qui est prévu de s'appeler Cœur de Friche, qui serait plus petit. Et il y a l'espace ERP qui peut accueillir des sorties de résidence aussi à Villa-Planchon. Donc là, je pense qu'il peut y avoir une dynamique. Et cet ERP, il peut apporter aussi des personnes des espaces de Tissot. Au niveau de la musique, par contre, ouais, là, ça se resserre vraiment sur un pôle. L'aspect audiovisuel, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup moins... Enfin, en tout cas, là, il y aura peut-être des liens à faire de façon un peu plus formelle. Pour pas que ça reste. Ouais. Oui. En tout cas, pour que les équipes qui sont à Tissot puissent alpaguer aussi les équipes audiovisuelles de la robinetterie, qui est quand même cette facilité d'échange et de croisement. T'as pas besoin de prendre un rendez-vous officiel. Ouais. Ok, bah écoute. Ouais. Ça te va? Ouais. Eh ben écoute, Maud Le Chevalier. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. On a tous aimé quelque chose de beau.